histoire. Mais tout de suite, comment faire en sorte que les antibiotiques qui subissent beaucoup trop de résistance du côté des bactéries peuvent néanmoins trouver un palliatif grâce au pollen. Roch de Mérego. Il est professeur à la faculté de Cuba, Roch de Mérego, le pollen au secours des antibiotiques. Oh là là. Des années qu'on entend ça. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Dites-le à votre médecin. Donc le médecin, il n'est pas au courant apparemment, mais il ne l'est toujours pas. 10 ans après, ça continue à 500 tonnes par an en France. Oui, 500 tonnes par an pour l'humain. Il y en a autant pour les animaux. Voilà. Non, en fait, les statistiques, quand il y a eu ces publicités, les antibiotiques, c'est pas automatique, ont légèrement baissé dans la consommation française. Et puis on est revenu à notre bonne normale habituelle. On fait partie des 3 pays les plus catastrophiques de la zone Europe en termes de consommation d'antibiotiques. Et de façon complètement absurde. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que les antibiotiques ne peuvent rien contre les virus, et néanmoins, comme si c'était une sorte de médecine de précaution, prenez toujours un antibiotique. Et on oublie que ça favorise donc les résistances des bactéries. Mais ça favorise en premier les résistances des bactéries, et puis ça diminue le système immunitaire. Donc, le virus, lui, est toujours vivant. et le virus était toujours vivant. Ce qui est vrai, c'est que en fait, l'antibiotique est une chose merveilleuse. Les familles d'antibiotiques maintenant sont quelque chose d'extraordinaire en termes de thérapie, mais pas du tout dans la consommation actuelle, ni dans la consommation humaine, ni dans la consommation animale. Et on verra, on peut voir que c'est dans la consommation animale que se créent principalement les résistances d'ailleurs. Et alors le problème, c'est que pour beaucoup, nous mangeons de la viande, moi vraiment à minima, oui. Mais quand on mange de la viande, il est évident que le résiduel antibiotique, nous l'absorbons et il vient se confronter à nos propres cellules. Voilà, avec en plus des bactéries qui sont bien résistantes et qui circulent un petit peu de partout. Elles sont devenues résistantes au niveau de l'élevage, au niveau des animaux, et puis après, bon, tout circule. En fait, nous sommes, nous, un vecteur de bactéries. Nous avons à peu près 1000 milliards de bactéries sur nous, et en nous, nous en avons à peu près 10 000 milliards, voire certains disent 100 000 milliards. Donc, vraiment, des bactéries, on en a. L'important, c'est que ces bactéries résistantes, on ne les cultive pas par ailleurs. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, vous le rappelez dans votre livre, les mécanismes, comment la bactérie devient résistante. Alors, c'est très amusant, parce que ce sont des jeux de société. Il y a des sortes de zones d'influence qui existent dans ce monde-là, monsieur. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que néanmoins, la nature favorise plutôt les bactéries commensales, celles-là avec lesquelles on est en bonne entente. Voilà. Alors, notre organisme à l'intérieur, et encore on pourrait dire, est-ce que c'est bien notre intérieur? Est-ce que l'intérieur c'est ce que vous dites. Voilà. Ouais. Est-ce que notre intérieur ne commence pas derrière cette barrière-là? Mais en tout cas, classiquement, on dit notre intérieur est pourvu d'un microbiote, d'une identité propre. Nous avons tous notre identité microbiotique. C'est-à-dire qu'on a trouver des accords avec un certain nombre de millions de bactéries. Ce sont les nôtres et ça ne sera pas le même microbiote pour vous ou pour moi. Absolument. Et même pour votre enfant que pour vous. Absolument. Et d'ailleurs, la mère joue un rôle principal dans notre identité profonde de notre microbiote. Donc tout ça est très important. Mais là, dès qu'il y a un dérèglement, on engendre et on ouvre la porte à tout un affaiblissement. La pullulation, c'est-à-dire qu'on peut même imaginer. Et c'est le cas, en l'occurrence, il y a des champignons. Oui, des candidoses. Le candida albicans. Mais il nous est nécessaire. Mais il a une tendance à la prolifération. Mais il ne prolifère que dans une configuration. J'ai envie de dire qu'il est très politique, parce qu'il est opportuniste. Voilà, c'est ça. Il y en a beaucoup. Et donc, cette flore opportuniste, dès qu'il y a un dérèglement, va prendre le pas. Et alors, sur le candida albicans, par exemple, il va se développer, mais ensemencer les tissus, les muscles, passer par le sang. Donc c'est vraiment... Et là, on ouvre à des pathologies extrêmement graves et sur le long terme. Alors là, on se dit, on est dans le catastrophisme. Où est le 635? Il est temps de m'effacer. C'est ça. Mais le pollen est au secours. Le pollen frais, le vrai, voilà. Le bon pollen. Alors, vous allez nous détailler tout cela. Comment, grâce au pollen, on peut arriver à rééquilibrer ce microbiote, faire en sorte que les opportunistes n'aient plus le terrain disponible. Alors d'abord, il faut distinguer 2 pollens.
il y a le pollen qui se retrouve dans les airs et dont certains souffrent, qui n'a rien à voir avec le pollen que nous pouvons butiner, si je puis dire, grâce aux abeilles. C'est ça. Alors, le pollen véhiculé par le vent, c'est les pollens qui sont anémophiles, dits anémophiles, qui aiment le vent et qui se véhiculent par le vent. Ceux-là sont hyper allergisants. C'est ceux qui créent les allergies. En tout cas, c'est confronté à ces pollens-là que notre système immunitaire se met en réaction. Et puis, il y a les pollens véhiculés par les abeilles, par les insectes. Cela, il est récolté et puis il est ensemencé de la salive de l'abeille. Et c'est ces bactéries, ces bonnes bactéries qui sont dans le tube digestif de l'abeille, qui vont ensemencer ce pollen. Elles vont le stocker et avant de le stocker, on le récupère. Alors, bien évidemment, à juste dose. Voilà, à juste dose, mais on va voir tout cela, on va essayer de prendre le temps. Ce qui est intéressant aussi, c'est que là encore, il faut se défier de la pollution, parce que bien évidemment, la pauvre abeille qui a été butinée un pollen où il y a quelques traces de chimiques, ça va nous retomber dessus. Alors, pas exactement, parce qu'il y a plusieurs filtres dans la ruche. Et en particulier, le premier filtre, c'est l'abeille elle-même, qui, si elle ne sent pas le pollen, elle ne va pas le récolter. Mais le deuxième filtre, c'est quand elle arrive devant le trou de vol, à l'entrée de la ruche, les gardiennes ne la laissent pas passer. Viens là, ma fille. Oui. Viens là, ma fille, fais voir ce que tu as dans tes pattes. Exactement. Et là, elles vont dire, OK, tu peux rentrer, ça semble cohérent, ou ça ne va pas, dégage avec ta cargaison, fais-en ce que tu en veux, mais tu la rentres pas ici. D'accord. Et donc là, ce sont des filtres. C'est pour ça que quand même, je dirais que dans les produits de la ruche, il y a moins de pollution que dans le milieu ambiant. C'est pour ça qu'on retrouve peu de pollution dans les ruches qui sont dans les villes et dans les produits apicoles qui sont issus des ruches des villes. Roch de Mérégo, on va s'arrêter 2 secondes. Il y a les travaux de Rémi Chauvin, je l'avais reçu il y a quelques années à la radio. Et Rémi Chauvin a mis en évidence que le pollen, quand il est séché, et c'est celui qui est le plus diffusé, il perd toute une capacité à régénérer ce microbiote, à créer une dynamisation de nos intérieurs, si je puis dire. Alors, le pollen frais, on le trouve comment, on le trouve où ? On le trouve la plupart du temps aujourd'hui dans les circuits chez les apiculteurs, des magasins bio. Il est congelé. Il faut qu'il soit tout de suite congelé. Ah oui, il faut qu'il soit tout de suite congelé. Et puis, le circuit est assez facile parce qu'il se met en barquette aujourd'hui. Voilà, c'est Percy Dussert qui a inventé un système. C'est ça, exactement. Voilà. C'est Patrice, c'est un ami, évidemment. Et donc, ce pollen qui est en barquette peut être congelé, décongelé très facilement, mais quand elle est ouverte, là, il faut le garder congelé. Et là, il conserve toutes les bonnes valeurs, alors que quand il est séché, il se dégrade énormément, à la fois sur les bactéries, mais aussi sur les enzymes, sur les acides gras. Enfin, il y a un ensemble de paramètres qui sont des bons paramètres qui sont dans le pollen frais, que l'on ne retrouve plus dans le pollen sec. Alors, que peut-on attendre de lui ? C'est-à-dire que nous avons des probiotiques et des prébiotiques. Les prébiotiques, c'est ce qui active les bonnes bactéries, c'est-à-dire que... C'est l'aliment, c'est l'aliment des bonnes bactéries. Et les probiotiques, c'est ce qui peut disparaître lié au stress, à une mauvaise alimentation, etc. C'est ça. Et vous avez la symbiotique ou le symbiotique, oui, le symbiotique. Qui est le pollen qui va permettre aux probiotiques et aux prébiotiques de s'exprimer, c'est ça ? En fait, le pollen est complémentaire, c'est-à-dire qu'il est à la fois symbiotique, c'est-à-dire qu'il est nourriture pour les bonnes bactéries, et il est à la fois apporteur de bonnes bactéries, et en suffisance et en grand nombre. Parce que toutes les études montrent que si on apporte beaucoup, mais d'une seule bactérie, on peut en apporter des milliards et des dizaines de milliards, ça ne sert à rien. Il faut une multitude de familles de bactéries en même temps, ce qu'a le pollen frais. Alors que quand vous prenez certains produits dans l'alimentation classique, où l'on vous parle de millions ou de milliards de bactéries, mais il n'y en a qu'une seule, voire deux, ça ne sert pas, toutes les études le montrent. Alors, ce qui est passionnant aussi dans cet ouvrage, il y a beaucoup de petites informations comme ça. Allez, je reprends le terme parce qu'il est amusant. Que l'on butine, dont on se régale. Et entre autres, par exemple, si je prends 20 grammes de pollen frais 2 fois par jour, à chaque fois, c'est comme si je mangeais un steak de 100 grammes, 4 œufs, ce sont des protéines, mais que j'assimile beaucoup plus facilement. C'est ça. Alors, c'est ou un steak de 100 grammes ou 4 œufs. Voilà, oui. Mais d'un autre côté, il n'y a pas les toxines des graisses, des mauvaises graisses, il n'y a pas les toxines qu'il y a dans les protéines, parce que vous savez, le corps, quand il absorbe il prend de la viande, il faut qu'il démonte les protéines. Il n'y a rien à démonter. Il n'y a rien à démonter. D'abord, c'est d'origine végétale, donc il y a beaucoup moins de toxicité que
justement, on ne retrouve pas les antibiotiques classiques. Mais en plus de ça, c'est performant et c'est directement assimilable. Donc on a une qualité d'absorption qui est forte, qui permet à la flore intestinale de se renforcer, et en plus on apporte des bonnes protéines au corps directement. Si j'ai bien noté, il y a 2 pollens qui se distinguent des autres, parce qu'ils sont multiples, les pollens. Moi, j'adore, par exemple, le pollen de saule. Oui. Et je le trouve très goûteux. Oui, puis... Et alors, il y en a un que je trouve un peu moins bon, mais qui apparemment a toutes les vertus, c'est le pollen de cyste. Alors, le pollen de cyste est très bon, d'abord parce que c'est le plus riche au niveau de la flore intestinale. C'est ça. C'est le plus grand vecteur dans tous les pollens du microbiote et de la régénération du microbiote. Donc, quand on combine les pollens, parce que c'est bien de les combiner aussi, il y a des combinaisons de pollen qui s'appellent par exemple Nutripollen ou autres, qui sont des combinaisons de pollen qui permettent justement d'avoir à la fois ce pollen délicieux comme vous parlez, et puis aussi ce pollen chargé en microbiote pour régénérer la flore intestinale. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Le pollen au secours des antibiotiques, renforcez votre flore intestinale et, je dirais, dynamisez votre système immunitaire. En même temps. Parce que, voilà, il ne suffit pas d'avoir les alertes, il faut savoir comment on a les combattants capables de faire front devant le virus ou la bactérie. Le professeur Roch de Mérégo, au plaisir. Merci d'être venu et vous aurez encore beaucoup de choses à nous donner en éléments d'information.